Bonjour. J'ai été personnellement effondrée des commentaires et de la facilité, enfin des commentaires un peu bêtes à mon sens, et de la facilité avec laquelle les puissances occidentales se sont embarquées dans cette intervention en Libye, avec tous les dégâts et tous les risques que ça comportait. Et j'ai la faiblesse de croire qu'aujourd'hui, on va essayer de remettre un petit peu de bon sens, et en tout cas de recul, dans ce fatras qu'a révélé la guerre en Libye. Alors, comme vous savez, nous vivons une grande période de transition historique, de grandes mutations géopolitiques, vous savez ça, la fin du monde bipolaire, le déclin des États-Unis, la montée de la Chine, etc. Ce genre de période que certains comparent à la fin de l'Empire romain, enfin, faut peut-être pas pousser, mais enfin bon, c'est pour dire que, en tout cas, c'est un moment important. Ce genre de périodes sont des périodes particulièrement chaotiques, particulièrement confuses, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux concepts, aux valeurs qu'on promeut et aux principes qu'on met en avant. Parce que dans les périodes troublées comme ça, il se peut très bien que si on n'y prend pas garde, on jette aux orties des principes valables, qu'au contraire on en ressorte, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, du passé qu'on aurait mieux fait d'oublier pour l'éternité. Et donc il y a une urgence, si j'ose dire, à prendre le temps de réfléchir et de s'arrêter justement sur les principes qui sont avancés, et je crois que Niels Anderson s'arrêtera sur le fameux devoir de protéger les populations, qui est un principe qui est sorti récemment comme un lapin d'un chapeau. Alors cette période, le premier point sur lequel je voulais insister, c'est que cette période que nous vivons, elle se caractérise par une double remise en cause. Double remise en cause, la première, on le sent bien, les juristes de droit international le sentent particulièrement, c'est la remise en cause de l'ordre international qui a été installé après la Deuxième Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Tous les principes qui sont notamment inscrits dans la Charte des Nations Unies sont aujourd'hui plus ou moins malmenés, et Roland Weil, que vous connaissez, le juriste français, a bien décrit comment on piétinait tous les matins pratiquement la Charte de l'ONU, qu'on a eu pourtant assez de mal à adopter en 1946. Donc le premier système qui est remis en cause, c'est celui de 1945, mais plus profondément, et là je pense qu'André Bellon, qui interviendra en fin de journée, s'y attardera plus longuement, c'est tout simplement la remise en cause de l'ordre philosophique issu de la modernité et des Lumières, avec l'humanisme, la prééminence de l'être humain contre les fatalités, contre les logiques de violence. C'est la remise en cause de la raison au profit des politiques de force, toutes ces choses que, depuis les Lumières, la civilisation avait essayé de clarifier, en mettant l'être humain au centre de tout, avec, par sa raison, la capacité à maîtriser son destin. Donc tout ça pour vous dire, je fais monter le suspense, vous voyez bien, que nous vivons une période assez grave, assez inquiétante par certains moments, même si je vous le redirai plus tard, moi je suis pas pessimiste, je suis inquiète, mais pas pessimiste. Pas pessimiste en particulier parce que je pense que le réveil des peuples que l'on constate est une source d'espoir, mais bon là, on y reviendra peut-être plus tard, ou encore une fois André Bellon. Mais en tout cas, inquiète. Alors, deux mots, parce que je ne vais pas mal dire ce que Géraud de la Pradelle a dit très bien ce matin, je crois. Simplement quelques mots sur l'ordre de 1945 pour qu'on mesure un petit peu ce qui se passe. Vous vous souvenez bien sûr qu'en 1945, quand on a installé l'ONU, la nécessité c'était de couper, de rompre avec la violence, la barbarie qui s'était déroulée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a rétabli un certain nombre de principes philosophiques et humanistes qui sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors ceux d'entre vous qui ne l'ont pas relu récemment, je vous invite à le faire. La Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte remarquable, qui dépasse de 1000 lieues la pauvre charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée péniblement, comme c'est l'usage dans l'Union européenne en 2000, qui est un texte d'une pauvreté sans nom. La Déclaration universelle des droits de l'homme reprend les grands principes philosophiques depuis 200 ans, et notamment l'humanisme
qui est loin de l'humanitaire, je le redirai tout à l'heure. Alors la deuxième chose qui caractérise 1945, bien sûr, et c'est là que ça nous rapproche de notre sujet aujourd'hui, c'est bien sûr tout ce qui concerne l'égalité souveraine des États, le principe, même si dans la réalité c'est évidemment pas forcément le cas, mais disons qu'il y a un principe d'égalité souveraine des États qui est affirmé, avec, et c'est là c'est sur ça que je voudrais insister, la prohibition de principe du recours à la force. La Charte des Nations Unies interdit le recours à la force, en particulier le recours à la guerre. Il y avait eu des tentatives entre les deux guerres avec le pacte Briand-Kellogg, par exemple, mais c'est la première fois avec la Charte des Nations Unies qu'on prohibe la guerre. Alors ça paraît un peu naïf, mais c'était une façon d'affirmer que le principe c'est ça. Alors il y aura peut-être des dérogations, il y aura peut-être des remises en cause, mais on tient à affirmer un principe et à dire que tous ceux qui s'en affranchiront devront avoir de bonnes raisons et en tout cas respecter des procédures. Et vous savez que la charte ne prévoit que 2 exceptions à cette interdiction de principe du recours à la guerre ou du recours à la force. C'est la légitime défense. Évidemment, si on vous attaque, vous avez le droit de vous défendre. Et l'autre, c'est les mesures de police internationale, entre guillemets, décidées par le Conseil de sécurité. En dehors de ces 2 cas, légitime défense et opération de police décidées par le Conseil de sécurité, la guerre est interdite. Alors, bien sûr, les États tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle vont tenter de contourner ça avec le fameux concept de légitime défense préventive. Donc on n'attend pas d'être attaqué, on dit oh, je vais être attaqué donc je me défends par avance. Ça a été employé par l'Union soviétique, par les États-Unis. Récemment, la guerre en Irak a été fondée sur ce principe, la guerre de 2003. Donc c'est intéressant de se rappeler cette prohibition de principe du recours à la force, vous voyez bien où je vais en venir. L'une des choses qui rend notre époque inquiétante, c'est qu'il y a une relégitimation de la guerre. Il y a une relégitimation de la guerre, c'est-à-dire que tout le travail qui avait été fait par les juristes, les philosophes, les intellectuels en 1945 de dire on arrête de régler nos problèmes politiques, nos différends par la guerre, la violence et les armes, tout ce travail-là, on est en train, petit à petit, de le remettre en cause. Alors, paraît de bonnes intentions, les pires catastrophes viennent souvent avec de bonnes intentions. Je crois que c'est Machiavel qui disait les bons sentiments donnent souvent de mauvaises idées. Il avait malheureusement raison. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que c'est dangereux et inquiétant, c'est cette relégitimation du recours à la guerre. Alors les puissances occidentales disent oui, mais c'est parce qu'il y a le devoir de protéger, là j'anticipe pas sur ce que va dire Niels Anderson, mais comme personne sait très bien ce que ça veut dire, on ouvre la boîte de Pandore. Et on est en train de réinverser les principes, c'est-à-dire on est en train de revenir, on est en train de réinverser les principes, c'est-à-dire on passe de l'interdiction à la possibilité de principe de recourir à la force, sauf exception. Alors, une autre chose qui est intéressante dans la charte de l'ONU, c'est bien sûr, on parle toujours du chapitre 7 de la charte qui autorise le recours à la force, mais on oublie le chapitre 6, juste avant donc, sur le règlement pacifique des différends. On l'oublie, c'est pas une clause de style, je ne sais pas si vous avez remarqué, je sais bien que Kadhafi était une canaille que personne ne pleure, mais enfin, j'ai pas vu l'ombre d'un émissaire se diriger à Tripoli pour essayer de trouver, même si le gars était fou, j'en conviens, pour essayer de trouver une médiation. Et l'Union africaine, qui a jusqu'au bout tenté, elle, de trouver des voies diplomatiques, a été systématiquement court-circuitée, à tel point que le président de la commission de l'Union africaine, M. Jean Ping, a boycotté certaines réunions du groupe de contact sur la Libye pour protester contre le fait qu'il n'avait pas la parole. Ça, évidemment, les médias en ont peu parlé, parce que ça brisait le concert de louanges entourant l'intervention lancée à l'initiative du président français Sarkozy. Donc le règlement pacifique des différends, ça paraît tout bête, mais il faut quand même revenir là-dessus. Il y a une espèce de volonté de passer à la guerre sans tenter les voies diplomatiques qui est assez tragique. Et on en avait eu un avant-goût avec le Kosovo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la guerre du Kosovo, dont la légalité est encore plus douteuse que celle de la Libye, avait été faite en court-circuitant la plupart des voies diplomatiques, parce que même certains diplomates qui avaient été à la fameuse conférence de Rambouillet ont bien décrit
qu'on avait tout fait, les puissances occidentales, États-Unis en tête, avaient tout fait pour éviter une solution diplomatique, puisque le choix du recours à la guerre avait été fait finalement très tôt. Donc le règlement pacifique des différends devrait être réactivé. Il y a des travaux universitaires qui sont faits là-dessus. Il y a l'expérience historique, donc on n'est pas sans armes, parce qu'on nous dit tout le temps, je crois que c'est Svetan Todorov qui a écrit récemment, on est très rarement dans des situations où l'alternative c'est la guerre ou rien. Et là on nous présente les choses au Kosovo et en Libye comme si l'alternative c'était la guerre ou rien. Or ça n'a jamais été la guerre ou rien, il y avait la guerre et tout un tas de solutions diplomatiques qui auraient peut-être fini par échouer, mais en tout cas elles méritaient, au regard du danger que représente la guerre, d'être étudiées. Donc je tenais à rappeler ça, le règlement pacifique des différends, qui doit être une arme, la paix étant une valeur suprême. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors j'ai fait allusion au Conseil de sécurité, puisque le deuxième cas où le recours à la force est autorisé, c'est celui où le Conseil de sécurité lui-même l'autorise. Alors vous connaissez le problème du Conseil de sécurité, je ne sais pas si Géraud de la Pradelle en a parlé. Le problème du Conseil de sécurité, comme vous savez, c'est l'histoire des membres permanents et de leur droit de veto, qui effectivement font planer sur le Conseil de sécurité la suspicion de directoires de grandes puissances qui finalement vont déclencher des guerres à leur convenance. Bon, il est vrai que le risque existe, hein, on le voit en ce moment, par exemple, il est absolument impossible de condamner l'État d'Israël alors qu'il viole je ne sais pas combien de conventions internationales sur le droit humanitaire. Et puisqu'il y a le veto américain allié d'Israël, c'est impossible. Donc cette critique, elle est en partie justifiée. Mais il faut quand même la nuancer. Parce que l'expérience montre, et Nouri al-Bala, que ceux qui connaissent regrettent beaucoup, avait écrit dans le Monde diplomatique un article sur le droit de veto, où il montrait que dans les années 1990, les membres non permanents avaient, dans 90% des cas, voté comme les membres permanents. Donc veto ou pas, il y a des mécanismes de pression et de puissance dans la société internationale qui font qu'il y a des coalitions d'intérêts qui amènent à certaines décisions. Donc le veto est un problème, d'accord, mais ce n'est qu'une partie du problème, puisque les membres permanents votent comme les membres permanents dans la plupart des cas. Autre remarque sur le veto, puisque c'est une question qui est beaucoup discutée dans les milieux progressistes, on ne peut quand même pas oublier que c'est la menace du veto français en 2003 qui a sauvé l'ONU du déshonneur. S'il n'y avait pas eu la menace du veto français en 2003, il est probable que les Nations Unies auraient autorisé la guerre américaine en Irak, qui était une guerre d'agression, pour déterrer des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Et c'est parce que Jacques Chirac a dit qu'on mettrait le veto, que la France mettrait son veto, que les Nations Unies ont été sauvées de cette infamie. Et, à mon sens, que les Nations Unies ont eu un sursis. Je me demande si, avec la guerre en Libye, on ne leur a pas apporté un coup fatal. Ça, c'est une question que j'aimerais discuter avec vous tous. Autant en 2003, sans doute, le veto français a sauvé les Nations Unies, autant la résolution sur la Libye lui a peut-être porté un coup dramatique. Donc, nuance sur le veto. La question est peut-être plutôt de l'ordre des rapports de force, de la véritable diversité politique dans la société internationale. J'ai la faiblesse de croire que quand la France se rappelle de ce qu'elle est, elle incarne une forme de diversité. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça ne se voit pas beaucoup, hein, puisque le président Nicolas Sarkozy a pris la succession de Tony Blair dans le rôle de, comment disait-on, caniche des États-Unis, poodle, disent nos amis américains. Je ne fais que citer, hein, bien sûr. C'est ça pour les renseignements généraux qui sont au fond de la salle. Non, je plaisante, hein, pardon, monsieur. Voilà. Donc, alors, dans une autre chose qu'il faut rappeler dans la Charte des Nations Unies, c'est qu'il était prévu un comité d'état-major des Nations Unies chargé de mettre en œuvre les opérations de police décidées par le Conseil de sécurité. Et vous savez que ce comité d'état-major n'a jamais été mis en place, ce qui fait que quand il y a une intervention armée au nom des Nations Unies, ce sont des puissances qui s'en chargent, qui se chargent de mettre en œuvre cette opération,
avec tous les risques de mélange des genres, de manipulation au service d'intérêts personnels que cela peut comporter. Alors je ne sais pas dans quelles conditions on pourrait mettre en œuvre cet état-major, mettre en place cet état-major, mais en tout cas on voit bien le problème qui existe dans son absence. Parce que concrètement, c'est toujours les mêmes qui peuvent intervenir. Si vous regardez les rapports de force, hein, c'est forcément les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni, éventuellement dans une autre configuration, les Chinois et les Russes, hein, on s'attend à tout, hein, vu que vous avez remarqué que la Chine a proposé son aide financière à la zone euro. Donc, d'ici qui propose leur aide militaire pour aller bombarder je ne sais pas qui, on ne sait jamais. Donc cette question du comité d'état-major est quand même à garder à l'esprit, et Monique Chemillier-Gendreau, là je vous cite tous les collaborateurs du monde diplomatique, hein, voilà, au hasard, a écrit des choses très bien dans le monde diplomatique là-dessus. Je le dis d'autant plus que je ne suis pas toujours d'accord avec Monique Chemillier-Gendreau, que je trouve trop mondialiste, me considérant moi-même plutôt internationaliste. Mais si j'ai le temps, je reviendrai là-dessus. Alors, le bilan de l'ordre de 1945, évidemment, c'était pas le paradis terrestre, hein. Le portrait que je vous en ai fait pourrait vous laisser croire que pendant 50 ans, on a vécu dans la paix, que l'humanité se livrait des paquets de fleurs. Non, bien sûr, il y a eu des guerres, il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu la Grenade, il y a eu plein d'interventions louches, c'est vrai. Mais au moins, pouvons-nous convenir que quand un État voulait violer ou voulait violer le droit international, quand il voulait organiser un coup d'État, en général, il organisait une opération secrète, il organisait un coup d'État, et puis il disait « c'est pas moi, c'est pas moi ». Aujourd'hui, on est dans une situation, et la Libye en est un exemple malheureux, où quand on veut renverser un régime, eh bien, on y va carrément et on revendique la chose. Donc c'est quand même un basculement de principe qui n'est pas négligeable, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Bon bref, c'est pas grave. Donc c'était pas le paradis terrestre, mais il y avait ça. Et surtout, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, il y avait le principe de non-ingérence. Et ce principe de non-ingérence, je m'y arrête une minute, parce que dans les milieux que je fréquente, hein, qui sont des milieux altermondialistes, progressistes, certains même carrément de gauche, c'est vous dire, il en reste, il est de bon ton de critiquer le principe de non-ingérence. Sous-entendu, la non-ingérence permet à des puissances dirigées par des dictateurs de commettre en toute impunité des crimes. Alors c'est vrai en un sens, mais ce n'est pas que ça. Il faut quand même se rappeler qu'historiquement, le principe de non-ingérence est une victoire des pays du Sud, est une victoire des petits pays contre les grandes puissances. On l'oublie souvent, mais ce sont les petits pays, les pays plus faibles, disons, qui ont réclamé le principe de non-ingérence parce qu'ils en avaient assez que les grandes puissances utilisent toutes sortes de principes humanitaires, de prétextes humanitaires, pour mener des opérations, parfois carrément coloniales, dans d'autres pays. Donc, à l'origine, ce principe de non-ingérence qu'on critique souvent, il a été une victoire des petits pays contre les gros, et en particulier contre les puissances coloniales, qui trouvaient toujours de bons prétextes humanitaires pour mener des expéditions à caractère colonial dans d'autres pays. Donc il est intéressant de se le rappeler, et ce principe avait pour fonction, et c'est pour ça qu'on l'a repris en 1945, de limiter, hein, d'essayer de restreindre les logiques de force dans la société internationale. Alors aujourd'hui, on le remet en cause sous des prétextes sur lesquels Anderson, pardon, j'avais dit que je la ferais pas. Excuse-moi, Nils, on doit te la faire souvent. Nils Anderson reviendra tout à l'heure. Mais on voit bien que ce n'est pas, je ne sais pas moi, le Sénégal qui va pouvoir intervenir aux États-Unis pour lutter contre la peine de mort, par exemple. Hein. Donc ça marche toujours dans le même sens. L'ingérence, la remise en cause de l'ingérence profite toujours aux mêmes. Alors, ce devoir de protéger les populations sur lesquelles Nils Anderson va revenir tout à l'heure, faut quand même se rappeler, j'ai pas vu beaucoup même si la plupart des juristes étaient, si j'ai bien compris, opposés à l'intervention en Libye, ce principe n'est pas du tout prévu par la charte des Nations Unies. Il est un petit peu curieux que le Conseil de sécurité s'arroge le droit
de modifier finalement la Charte des Nations Unies sur un point extrêmement important, ce qui remet en cause des principes fondamentaux qui ont été actés par les États en 1945. Alors je sais bien, l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2005 avait adopté une résolution, mais ce que les États, la communauté des États, la société des États a fait en 1945, seule la société des États peut le défaire. Et c'est un petit peu curieux d'ailleurs que souvent les gens qui critiquent le Conseil de sécurité comme étant un club, un directoire de grande puissance, viennent vanter ses mérites lorsqu'ils violent la charte quand ça leur convient. En l'occurrence, attaquer la Libye. Mais personnellement, je trouve assez dangereux qu'on valide ce type de modification de la Charte des Nations Unies dans des conditions non prévues. D'autant plus qu'on a bien vu que ce devoir de protéger les populations extrêmement flou a abouti, là encore, à donner à l'intervention en Libye un but, alors là, carrément illégal, qui est le renversement d'un régime. Ça, c'est parfaitement un régime étranger. Ça, c'est parfaitement interdit par la charte. Changer un régime, même si c'est un régime abominable, ne peut pas servir de prétexte à une intervention militaire parce que, pour la simple et bonne raison, que ça pourrait être à la tête du client, que si on se met à changer les régimes qui ne nous plaisent pas, on n'en finira pas. Pour vous prendre un exemple tiré par les cheveux, mais c'est les plus marrants, en 1995, Jacques Chirac, que la France entière regrette visiblement, avait eu la bonne idée pour commémorer Hiroshima de faire sauter quelques bombes nucléaires à Mururoa. C'était l'humour de Jacques Chirac qui nous manque bien. Et à ce moment-là, certaines ONG avaient dit qu'il faut traduire Jacques Chirac devant la Cour pénale internationale. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, des gens bien intentionnés disaient mais Jacques Chirac est un criminel, il faut le traîner, alors pourquoi pas déclencher une opération armée parce que les explosions nucléaires dans l'atoll de Mururoa violent les droits de l'homme des populations concernées. Donc voilà, ce genre de discours. Alors je vante pas les mérites des essais nucléaires, hein, c'est juste pour montrer que quand on rentre dans le jeu de massacre des dirigeants, il n'y a par définition pas de limite. Et beaucoup d'entre nous auraient aimé qu'on lance à ce moment-là une opération contre George Bush, qui était vraiment une tête à claque dangereuse par ailleurs. Donc voilà, mais je n'anticipe pas trop sur ce que va dire, Niels Anderson sur ce point. Alors je voulais terminer, j'ai aucune idée si ça fait 2 heures que je parle ou 5 minutes. Donc tu me donnes des coups de pied, Niels. Je voulais terminer sur cette histoire d'ingérence qui a fait un grand retour dans les années 1990. Alors l'idée de guerre juste, hein, ça remonte à Saint-Augustin, c'est un vieux truc qu'on avait avec sagesse mis de côté parce que les juristes et même les responsables politiques s'étaient rendus compte que c'était une notion extrêmement floue, la notion de guerre juste, et que donc ça entraînait des logiques à géométrie variable extrêmement déstabilisantes pour la société internationale. C'est dans les années 90 que le droit d'ingérence fait son retour, avec des gens comme Bernard Kouchner, que l'Europe entière nous envie, lui aussi. Et je vois que certains le connaissent comme moi, puisqu'il rit. Et comment il s'appelle, Bobbio, je crois, oui, dans les années 1990. Alors là, pareil, toujours cette idée de il faut, au nom de l'humanitaire, remettre en cause les grands principes, il faut sauver les gens. Alors, je ferai quelques remarques sur cette idée. D'abord, cette idée d'ingérence, à mon sens, méconnaît les leçons de l'histoire. Méconnaît les leçons de l'histoire, d'une part, parce que on a un recours un peu facile à la guerre, c'est-à-dire qu'on a une catégorie d'humanitaires qui ne craignent pas de peindre des croix rouges sur des missiles, pratiquement, je caricature, mais à peine, puisque pendant la guerre du Kosovo, on a eu l'expression de missile humanitaire quand même, hein, c'est dire que c'est un peu baroque. Donc déjà, ils méconnaissent les dangers de la guerre, ce qui est un petit peu curieux d'ailleurs en passant. Alors que l'Europe, depuis 1945, nous dit non à la guerre, l'Europe c'est la paix, mais elle participe à la réhabilitation de la guerre. Hein, je dis ça au passage, parmi les contre-emplois historiques de la construction européenne, et c'est pas le seul, il y en a beaucoup.
Mais mes connaissances de l'histoire plus récentes, puisque plusieurs études, j'en ai noté quelques-unes, ont montré que la plupart des interventions dites humanitaires, de type Kosovo par exemple, se sont soldées par des échecs politiques et ont entraîné des déstabilisations sociales et politiques très importantes. Je vous citerai par exemple une étude de Jeffrey Pickering de 2006, une étude américaine, pour ceux qui veulent je donnerai les références exactes, de l'université de New York, qui a montré que très peu d'interventions depuis 1945, très peu d'interventions humanitaires, entre guillemets militaires, depuis 1945 avaient abouti à une démocratisation. Plus précisément, William Eastley de l'université de New York a lui fait des statistiques. Il dit depuis 1945, seulement 3% des interventions militaires faites au nom de la démocratie ou autres ont abouti à installer durablement la démocratie. Je peux vous donner des références plus précises, ou les mettre sur des sites internet. Il y a une troisième étude plus récente de 2010 de Goran Pick, je prononce certainement mal, qui explique que en fait une intervention les interventions qui aboutissaient à renverser des régimes étaient extrêmement déstabilisatrices et ne permettaient pas à moyen terme de rétablir la démocratie parce que elles déstabilisaient les sociétés politiques dans les pays concernés et ça aboutissait en général à des guerres d'influence entre des partis politiques ou, comme on va le voir, entre tribus en Libye. Donc on est, comme on dit en anglais, très documenté sur le bilan des interventions militaires, humanitaires. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Dans la très grande majorité des cas, si vous lisez même encore récemment, il y a des affrontements entre le Kosovo et la Serbie sur des postes de frontières. On a en l'histoire récente la preuve que ces interventions sont en général des échecs et que dans la plupart des cas, elles étaient loin d'être désintéressées puisque les interventions militaires à but humanitaire coïncident en général avec des intérêts géopolitiques, que ce soit des intérêts pétroliers, c'est évident, en Irak, ou des intérêts de puissance, comme ça a pu l'être au Kosovo, puisqu'à l'époque, ça essayait de montrer qui était le chef dans le monde de l'après-guerre froide. Là, j'y vais vite, parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais dans la discussion, on pourra détailler toutes ces questions. Donc cette idée d'ingérence, elle méconnaît l'histoire, et c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention tout à l'heure, en disant que ce qui est inquiétant dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est le sentiment que la civilisation bascule. Comme dirait André Bellon ici présent, on se demande si l'intelligence va l'emporter sur la connerie. Et le doute est très grand en ce moment. Il y a une montée en puissance de la bêtise autosatisfaite qui est assez effrayante. Donc malaise dans la civilisation, comme disait notre ami Zygmunt. Alors, l'autre chose par rapport à ces interventions, et je commençais à vous le dire en parlant du bilan, c'est qu'elles traduisent une vision assez dépolitisée de la société. C'est souvent des discours extrêmement binaires. Il y a les bons et les méchants, les victimes et les bourreaux. C'est des visions extrêmement simplistes, alors qu'on sait très bien que c'est très rarement le cas. Même dans la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait cette horreur avec Adolf Hitler, ceux qui se battaient contre Hitler n'étaient pas forcément des gens très bien, on le sait vu ce qui s'est passé dans les pays délivrés du nazisme. Donc rien ou très peu de choses sont en noir et blanc. Et donc on a le retour aujourd'hui des visions un peu primitives, c'est pour ça que je dis dépolitisées, puisque la politique au sens noble, c'est la capacité à analyser, à comprendre, à déterminer ce qu'est l'intérêt général, en clarifiant les principes, en disant au nom de quelles valeurs on intervient. Là, c'est les bons et les méchants, c'est le western, c'est le Far West. Et d'ailleurs, on met les têtes à prix aujourd'hui, Kadhafi, je ne sais plus combien c'est de dollars. Et comme vous avez remarqué, Ben Laden était un fou furieux, personne ne le pleure. Enfin, c'était le Far West quand même. Ils ont envoyé un commando, les États-Unis, et ils sont allés le tuer de sang-froid. C'est le Far West. Et ça, alors les grandes puissances disent on a de bonnes raisons, mais elles donnent quand même le mauvais exemple à tout le monde. Si les grandes personnes se permettent de jouer au Far West, les enfants le font aussi. Et comme disait Louis XIV, qui est ma référence préférée, non, c'est pour savoir si vous suivez, l'exemple des vertus ne peut venir que d'en haut.
Et on dit aussi, je crois, en Afrique, je ne sais pas s'il y a des Africains dans la salle, un poisson pourrit toujours par la tête. Donc il y a aussi, mais ça c'est ma concierge, un escalier se balaye toujours par le haut. Donc, voilà. Donc en tout cas, là, les grandes puissances donnent le mauvais exemple. Et dans tout ça, on a un phénomène que je trouve très préoccupant, c'est le phénomène de la victimisation. On baigne dans cette idéologie que la victime a toujours raison. Alors, c'est parfois vrai, mais parfois la victime est un fiefé salopard, ou c'est un abruti. Souvenez-vous, par mon niveau n'y était, de la tête d'Émile Zola rencontrant Dreyfus. Zola était très déçu, il invite Dreyfus à dîner, et il raconte sa campagne, Zola tout content, alors on a fait ça avec Lazare et tout ça, et Dreyfus le regarde complètement effaré, à tel point que Zola lui dit, mais vous n'êtes pas Dreyfusard? Et Dreyfus dit, bah, je suis Dreyfus. Bon, ben, voilà. Donc la victime, et pourtant, Dreyfus, hein, quelle victime symbolique. Hein. Mais c'est pas parce qu'on est victime qu'on est intelligent, ni qu'on est quelqu'un de bien. Et les gens qu'on a sauvés, entre guillemets, au Kosovo, étaient parfois de fiefés canailles qui aujourd'hui font du trafic d'organes, et qu'on dénonce, hein, comme si on n'était pas au courant. Donc là, on est dans cette idéologie de la victimisation, on porte au nu les victimes, alors ça nous met nous dans le camp des héros, c'est très pratique. Et du coup, nous, quand on bombarde, ça fait jamais de mort, ça ne tue personne, ça fait pas de dégâts. J'ai jamais vu qu'on bombarde une ville, on a quand même bombardé Tripoli pendant plusieurs semaines, on n'a pas vu de victimes, c'est quand même merveilleux. Mais ça, c'est parce que les bombes des gentils ne tuent personne, il n'y a que les bombes des méchants. Donc, la victimisation, elle est partout. Hein. Si vous regardez à la télévision, maintenant, dès qu'il y a une victime d'un fait divers, fait la une. Et on promeut plus la victime que les héros, d'ailleurs, maintenant. Hein. Ah oui, mais c'est une question de valeur, ça faudrait y réfléchir à ça. Même des gens, toujours Dreyfus, vous allez dire que c'est une tête de Turc, mais pas du tout. Hein. Il y a des gens qui voulaient que Dreyfus entre au Panthéon. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Dreyfus? Bon, il a été arrêté, il était victime d'une infamie. À la limite, il faut faire rentrer le lieutenant-colonel Picard, qui était au ministère de la Guerre, et qui a brisé sa carrière pour sauver Dreyfus. Qui a dénoncé auprès du ministre de la Guerre les faux qu'avait fait l'état-major. Et on a cassé sa carrière, il a été viré de l'armée. Hein. Alors il deviendra ministre de la Guerre sous Clémenceau quand les Dreyfusards seront élus au début du XXe. L'histoire se termine bien quand même, hein. Je ne voudrais pas vous saper le moral. Donc voilà, donc cette idéologie de la victimisation, je la trouve très inquiétante, et je sais pas, j'en profite, là je digresse, mais pas tant que ça. Je suis assez effrayée, moi, quand je vois maintenant, ça y est, le fait divers. Il y a un enfant qui est enlevé, bon c'est abominable, je suis d'accord, hein, ou une femme qui a agressé, etc. Alors maintenant, ça fait la une. On interviewe un gendarme, qui sait rien. On nous montre les amis de la victime, qui disent qu'elle était forcément formidable. Elle était géniale. Après, quand on a trouvé le cadavre, parce que malheureusement c'est le cas, c'est des histoires toujours horribles, on fait une marche blanche. Ça vient de la Belgique, ça. Alors il y a les enfants avec des bougies. Tout le monde habillé en blanc, mais c'est des processions du Moyen-Âge. C'est des processions, moi personnellement, je provoque exprès, hein, parce que sinon c'est trop consensuel, c'est pas marrant. Moi ça me met très mal à l'aise, ces marches. J'ai l'impression, cette glorification des victimes, d'accord, c'est horrible. Quand j'étais môme, bon, je me souviens dans ma classe, il y avait eu des agressions comme ça, ben on allait le soir mettre un petit mot dans la boîte aux lettres des parents, avec un petit mot pour leur dire qu'on était avec eux. Éventuellement, quelques jours après, on allait frapper pour présenter des condoléances. Bon, c'est pas tout ce cirque dans la rue. On est vraiment, bon, bref. La victimisation, ça me paraît un signe d'un profond malaise. Donc voilà. Alors, tout ça m'amène à une interrogation que je voudrais partager avec vous sur le rôle final ou fondamental du droit international. Là, c'est pareil, je vais provoquer, sinon on s'ennuie. Et puis avec la digestion, certains risqueraient de s'endormir. Est-ce que l'objet du droit international, c'est vraiment de protéger les populations? Est-ce que le but du droit international, c'est pas avant tout de garantir la paix internationale et collatéralement la protection des populations? Est-ce que la mission du droit international, c'est pas d'organiser la société internationale
Personnellement, je ne crois pas à la communauté internationale, on nous en parle sans arrêt. Je ne crois pas qu'il existe une communauté internationale. S'il y avait une communauté internationale, ça veut dire qu'on aurait d'un bout à l'autre de la planète à peu près les mêmes valeurs, à peu près les mêmes objectifs, à peu près les mêmes principes. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ça ne veut pas dire qu'on doit se taper dessus, hein. Il y a une société internationale, et la mission, à mon sens, des Nations Unies, c'est d'être non pas un gouvernement mondial, mais un forum où les États, dans leur grande diversité, et d'autres acteurs éventuellement, comme les ONG, ou ça, les associations, pardon, peuvent se rencontrer pour discuter et régler leurs conflits de manière pacifique. Donc la question que je vous livre, hein, est-ce que la mission du droit international, c'est pas fondamentalement ça, garantir la paix, la préservation des droits de l'homme étant un bénéfice collatéral de la paix, l'idée étant que les Nations Unies, par la puissance de la diplomatie, la puissance de ce qu'on appelle la contrainte sociale, la coercition, le travail sur le droit, les conventions internationales, arrivent à polisser chaque État, à mettre hors la loi certaines pratiques, à progressivement ostraciser certains dictateurs et progressivement éliminer les atteintes aux droits de l'homme. Alors, j'insiste sur le fait que il ne s'agit pas de laisser les États faire ce qu'ils veulent, hein. Il s'agit de pratiquer, je ne sais plus qui avait employé cette expression, un pacifisme actif, c'est-à-dire de créer dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de la société internationale, les moyens d'une paix qui soit une dynamique, non pas la préservation de statu quo entre puissances qui feraient n'importe quoi derrière leurs frontières, mais un lieu où on construit ensemble des valeurs communes qui permettent la préservation des droits de l'homme. Personnellement, je suis très inquiète des idées qui circulent ici ou là, en particulier dans les milieux dits progressistes que je fréquente, sur l'idée de parlement mondial, de gouvernement mondial. Alors ça paraît bien, on dit on va faire un gouvernement mondial qui va faire la police partout, mais en général quand on dit ça, on oublie de poser la question des moyens, mais surtout, on oublie de poser la question de la légitimité de tout ça. Un gouvernement, en principe, doit avoir la légitimité démocratique pour imposer des normes juridiques en particulier. Quelle serait la légitimité d'un gouvernement mondial? D'ailleurs, quand on interroge, ou même d'un parlement mondial, quand on interroge les promoteurs de ce genre d'idées, ils sont en général très flous et ils aboutissent souvent, parce qu'ils sont souvent issus du monde associatif, à l'idée que le Parlement mondial devrait être un parlement d'ONG, par exemple. Mais quelle est la légitimité des ONG? Bon, très bien, les ONG, on a d'éminents représentants ici, mais elles n'ont de légitimité qu'elles-mêmes, hein, que la mission qu'elles se sont donnée, et le travail qu'elles fait, qui est souvent d'ailleurs très bien, hein, des ONG renégates, on n'en citera pas, parce que je peux pas faire tout le boulot de provocation, hein, je laisse ça à Ronnie Broman et Zvetan Todorov qui sont au premier rang. Donc voilà, concrètement, cette idée de parlement mondial ou de gouvernement mondial, ça paraît une bonne idée, mais peut-être, hein, au premier abord, mais concrètement, le principe de légitimité qui est derrière tout ça est extrêmement faible, et ça va, à mon sens d'ailleurs, avec la remise en cause de la démocratie que nous vivons tragiquement aujourd'hui, en premier lieu en Europe et en Occident. Et mon tout dernier point, ce sera ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, le mondialisme et l'internationalisme. Souvent on a l'habitude de dire oui, mais aujourd'hui aucun État ne peut rester seul, tous les problèmes, les grands problèmes ont une dimension mondiale, donc les solutions doivent être mondiales. Alors évidemment, personne, et en tout cas pas moi, ne prêche le repli frileux derrière les frontières nationales. En revanche, ce n'est pas parce qu'un problème est mondial que la solution doit être mondialiste. Que le mondialisme postule le dépassement des États au profit d'instances comme un gouvernement mondial ou un parlement mondial. Donc vous avez compris que je n'y croyais pas pour des questions de légitimité démocratique. Si la solution n'est pas mondiale, elle peut être internationaliste. On n'est pas démuni. L'internationalisme, qui a été pratiqué par de grandes figures, bon évidemment, je ne peux pas m'empêcher de citer Jean Jaurès, grande figure un peu trop oubliée, dont on ne cite que les textes les plus bisounours, c'est pas les textes les plus prégnants, mais ça c'est
c'est la loi du genre, mais c'était aussi l'internationalisme, c'était l'idée de gens comme René Cassin, enfin des fondateurs des Nations Unies. Donc ce n'est pas parce que les problèmes sont mondiaux que la solution doit être mondialiste, elle peut être internationaliste, c'est-à-dire concrètement une coopération d'États, hein, qui respecte la démocratie, la souveraineté des peuples, et qui travaille à construire ensemble un intérêt général mondial, si toutefois c'est possible. Et je vous renverrai, si ces questions vous intéressent, aux travaux d'Olivier Corten, qui est un juriste belge qui travaille beaucoup, juriste de droit international, qui a montré qu'il n'a jamais été question qu'au nom du principe de souveraineté des États, on laisse les 10 États faire n'importe quoi derrière leurs frontières, en particulier massacrer les populations. Le droit international, s'il a été basé sur l'idée de paix mondiale et de polisser les rapports entre États, n'a jamais écarté l'idée que tout ça devait être lié à un progrès des droits de l'homme et à un progrès de la morale. C'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en vous rappelant que la Charte des Nations Unies s'était accompagnée 2 ans après de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui posait des principes philosophiques. Tout cela est un ensemble et ne saurait être séparé. Sur ces paroles bouleversantes, je vous rends le micro. Merci beaucoup.